Monsieur le Président, bonsoir, merci de nous accueillir. Bienvenue ici, au Palais de l'Élysée. Un mot d'abord sur le passé, ces milliards d'argent français non déclarés, cachés dans nos banques. La régularisation va très vite. On a l'impression, ça a été forcé, mais qu'une page se tourne. Oui, une page se tourne, les comptes s'ouvrent, et d'une certaine façon, entre la France et la Suisse, on parlera maintenant d'autre chose. Vous me parliez de vos vacances à Ouchy, en Suisse. Vous connaissez la Suisse? Je connais bien la Suisse. Évidemment, la question, c'est la visite d'État. Vous viendrez. J'ai des souvenirs d'enfance qui me lient à la Suisse, puisque mes parents m'emmenaient, c'est vrai, à Ouchy, le lac, j'y ai fait de la barque, je suis allé au sport d'hiver également en Suisse, et puis j'ai pour la Suisse un grand respect. Et là, en ce moment, avec le président Burkhalter, on essaie de régler l'aéroport binational, très important, qui est celui de Bâle-Mulhouse, et j'avais promis de venir en Suisse. On est dans ce salon Murat qui est un lieu chargé d'histoire. C'était le grand salon des conseils des ministres. Les Suisses en visite à l'Élysée étaient souvent un peu mal à l'aise. Madame Calmiret avait été un peu maltraitée par Monsieur Sarkozy. Il y avait un passif. On a l'impression que ça se détend. La visite s'est très bien passée. Vous avez accordé beaucoup de temps à Didier Burkhalter. Oui, parce que nous avons évoqué des sujets bilatéraux, des sujets européens. La Suisse n'est pas dans l'Europe, mais elle travaille avec l'Europe. Des sujets internationaux, même Ebola. Je remercie la Suisse pour ce qu'elle fait déjà au Libéria, ce qu'elle va faire en Guinée. Berne s'est rapproché de Paris. Oui, et puis Paris de Berne. D'une certaine façon, c'est une chance pour Paris que d'avoir une Suisse qui est dynamique, qui est innovante, où il y a 160 000 de mes compatriotes qui vont travailler en Suisse, qui apportent leur talent, qui reçoivent des salaires, qui font vivre l'ensemble de notre région, mais aussi de la Suisse. Moi, j'ai beaucoup de respect. Et puis j'ai appris, le président Burkhalter me l'a dit, il y a 190 000 Suisses qui vivent en France, plus que de Français qui vivent en Suisse. Donc, il y a des liens historiques. Et je souhaite surtout qu'on ne célèbre pas l'histoire, on regarde l'avenir ensemble. Monsieur le Président, merci. Merci à à bientôt vous. en Suisse. Et à bientôt. Merci beaucoup. Vous êtes Merci. chez vous. Monsieur le Président, la présidence de l'OSCE, la présidence de la Suisse, le DFA et l'Europe, on va en parler dans un instant. Comment est-ce qu'on tient physiquement, mentalement? Je ne sais pas, mais ça marche. Je ne peux pas vous répondre dans le détail. Je crois que c'est dû au fait que la motivation dépend de l'importance des sujets. Et la sécurité et la paix, c'est fondamental. Puis c'est très suisse. Très suisse, c'est cette photo de vous sur Twitter qui a fait le tour vraiment d'Internet. Alors c'est une très vieille image de la Suisse, le ministre qui prend le train, apparemment seul, sans protection, en tout cas très voyante. Ça vous a surpris, vous, le succès de cette photo? Oui, ça m'a surpris. Bon, vous savez que personnellement, je ne sais pas forcément... Je trouve très important ces moyens de communication pour un certain nombre de choses, pour faire passer des messages forts. Alors, objectivement, ça a très bien marché parce que le message est, voyez la Suisse, elle est comme cela. Et au fond, on pourrait faire des grandes campagnes d'affichage ou de publicité à la télévision, ça n'aurait pas le même effet. Donc, ça a eu un effet très important. Vos proches vous ont dit quoi? Mes proches, alors je vais vous dire très franchement, ils m'ont dit on est sûr que tu ne vas pas aimer. Et alors ils se sont un peu trompés? Non, ils ne se sont pas trompés parce que j'aime pas que mon image ou ma vie soit comme ça prise. Donc c'est ce que j'aime pas dans ces médias sociaux. C'est cette impression que quelque part sans votre avis, tout vous est pris. Puis d'un autre côté, je trouve le message pour la Suisse, il est excellent. Le contraste est incroyable quand même. Vous êtes l'homme téléphonant Mme Merkel, allant au Kremlin, voyant Poutine, et en même temps l'homme sur le quai de gare avec son smartphone seul. Oui, mais enfin c'est la Suisse. Donc c'est quelque chose... D'ailleurs, c'est bien comme cela. Donc moi, je n'imaginerais pas que ce soit autrement. Christophe Blocher, l'Europe, elle est en marche, on le voit bien. Malgré tout, c'est une telle puissance économique. Petit à petit, l'Europe se fait, les gens voyagent. Quoi qu'il arrive, dans 20 ans, en 2034, vous êtes sûr vraiment que la Suisse ne sera pas dans l'Europe? Non, je suis sûr. Qu'est-ce qu'on Si on parie? veut. Qu'est-ce que vous pariez? Si on veut. Si on veut. L'Union européenne dit toujours, c'est européen, c'est Europe, c'est l'Europe, nous parle pour l'Europe. À l'Europe, c'est la libre circulation des personnes, c'est obligatoire. Qui parle pour l'Europe? Les 28 pays. Et puis on a vu le dimanche quels pays sont encore sans réserve sous l'Union européenne. Parce que cette construction ne peut pas rester comme ça. Alors, rendez-vous en 2034, ici, Oui. on verra. Alors vous êtes bienvenus. Merci, M. Blocher, merci. Merci, M. Rochepin. La première fois où vous vous êtes dit, voilà,
Je suis métisse, vous vous souvenez de ça? C'est une bonne question en fait. Je ne sais pas quand est-ce que je me suis dit ça. Peut-être quand je suis parti en internat et que j'étais confronté à des gens qui étaient d'un milieu plus aisé que le mien. Plutôt blanc, plutôt riche. Et plutôt, voilà, c'est ça. Et même s'il y avait aussi quelques gens de couleur qui étaient aussi riches, et je me rendais compte qu'ils pouvaient être aussi bêtes que moi. Et finalement, ce qui faisait qu'on était quand même tous les mêmes. Là, vous racontiez, là, vous pouvez avoir des mauvais sentiments aussi. C'est bien quand vous parlez de vos mauvais sentiments. Ah oui, voilà, aussi. c'est ça. Et je les Là, jugeais. ouais. Ouais, voilà. Là, vous aviez un peu de quoi? De haine ou en tout cas De racisme, le ouais. même racisme dont ils faisaient preuve aussi. La part de femmes, c'est Ouais. quoi chez vous? La part de femmes, je pense que sans doute ma maman et ma sœur, certainement. Et puis le fait que je ne sois pas hyper viril comme mec, parce que j'ai pas des masses de poils. Et Vous plaisantez de votre barbe, hein, du fait que vous êtes vite rasé. Oui, c'est ça, moi ça va assez vite, donc j'ai pas forcément besoin de mousse, moi ça va assez vite, parce que j'ai 4 poils et demi ici en dessous et 2 au-dessus de la bouche. Et peut-être que c'est une façon aussi d'accepter le fait que finalement ce qui me sépare d'une femme, c'est pas des masses de choses, quoi. Même si quand même ce sont les 2 seules races qu'il y a sur Terre, c'est quand même l'homme et la femme. Mais et c'est ça qui nous enrichit, je pense aussi. Vous venez d'où vous venez, vous êtes là où vous êtes. Vous avez bossé chez Quick ou dans un fast-food, vous faisiez des sandwichs? J'ai pas envie de leur faire de la publicité, ni à eux, ni à la malbouffe qu'ils font. Non, mais puis ça m'empêchera jamais d'en manger. Mais oui, j'ai travaillé dans un fast-food très réputé et ça m'a aidé à payer mes études d'ailleurs. Ouais. Et j'ai pas envie de cracher dans la soupe parce que ça m'a bien aidé. Quand vous repassez dans un fast-food ou quand vous voyez de l'extérieur, vous dites tiens, j'étais là. Oui, et je pourrais y retourner aussi. Ouais. Donc il n'y a aucun. Vous pourriez y retourner, vous vous dites vraiment ça? Ça oui. pourrait s'arrêter? Oui, tout à fait, bien sûr. C'est pas parce qu'on gagne un peu sa vie à un moment donné dans une période de sa vie qu'on n'est pas à l'abri d'un moment de besoin et ça peut arriver. Et je pense que c'est marrant parce que tant qu'on se dit que ça peut nous arriver, je pense que ça nous protège de ça. Ouais. Et justement, le jour où on pense que ça ne nous arrivera pas, c'est là qu'on se plante très très violemment. Je lisais votre devise, serre les dents. Et souris. Pourquoi? C'était en fait une recommandation de notre entraîneur d'équipe de France quand on était sur des figures imposées et que les notes n'étaient pas très bonnes. Elle nous disait dans ce cas-là, tu serres les dents, tu souris et tu y retournes. Donc voilà, j'ai un peu gardé ça parce qu'il y a eu des circonstances de ma vie, il y en aura sûrement d'autres, où c'est dur, il faut serrer les dents et il faut néanmoins tenir et sourire. Beaucoup de grands hommes disaient ça, hein. Churchill combat en souriant. Oui, il avait sans aucun doute raison. Les femmes, dans tous les classements sur les femmes les plus puissantes du monde, je le disais, Madame Lagarde, Madame Merkel. C'est plutôt Madame Merkel, Madame Lagarde, mais enfin peu importe. Hillary Clinton bientôt. Elle est déjà dans ces classements, bien entendu, à un très haut rang. Vous avez dit, je crois, on vous a imaginé dans tous les jobs, sauf pape. Le job est très bien pourvu actuellement, donc franchement, il n'y a pas besoin de candidat pour ça. Récemment, on vous a beaucoup projeté à la tête de la Commission européenne. Vous avez eu un avenir. Là aussi, le job est très bien pourvu, il n'y a pas besoin de candidat. Qu'est-ce qu'on fait après le FMI? Écoutez, je n'y ai pas pensé, et c'est la vérité. Je me concentre sur ce que j'ai à faire, j'ai un mandat à terminer, et je vous assure que je ne suis pas au chômage. Vous ne commentez pas la France, mais humainement, quand vous voyez la difficulté où est François Hollande, vous vous dites, c'est dur? Serre les dents et souris, je crois, s'applique à de nombreux leaders actuellement. La santé de Jacques Chirac, vous parlez de la retraite, quand on a été quelqu'un de tellement actif, ça a été quelque chose de déchirant de le voir diminuer. Vous savez, c'est quelqu'un qui est très énergique, qui est très optimiste de nature, et il considère qu'on n'est pas malade. Tout ça est très nouveau dans une vie comme la sienne, qui a été une vie de, qu'est-ce qu'on va dire, de marathonien. Mais il me dit, mais je ne suis pas malade, je peux descendre très facilement l'escalier. Nous habitons Quai Voltaire dans un grand immeuble, il faut qu'il prenne l'ascenseur. Sans ça, ce qui prouve que, ou il ne se rend pas compte, et tant mieux, à quel point sa vie a changé du fait on va dire, des séquelles de l'AVC qu'il a fait 2 ans avant sa retraite. Vous savez qu'il a fait une hémorragie cérébrale. Ou il ne se rend pas compte, ou ce que je crois aussi, c'est qu'on n'est pas malade. Mon beau-père était comme ça. On n'est pas malade, on tient le coup. Et vous êtes comme ça aussi, j'imagine? Non.
Vous savez, les femmes sont différentes quand même. Hein. Les femmes sont quand même pas faites comme les hommes. Vous avez une réputation de tenue. Par exemple, j'avais très peur de vous. Oh. Moi, j'avais peur de vous. Tout le monde a en mémoire l'image où vous êtes dans la voiture, vous traversez Paris au moment de la première élection. À quoi on pense dans un moment pareil? Ah ben, il y a un moment de fierté. Vous savez, c'est quand même, c'est très émouvant. Hein. Quand vous voyez la place de la Concorde noire de monde, mon mari s'est rendu avenue d'Iéna, où était son QG de campagne, et la place d'Iéna, tout ça, c'était noir de monde. Les journaux publient souvent cette photo, comme il était très grand, où il est monté sur le balcon, ça me donnait d'ailleurs horriblement Oui, le il n'est vertige. pas loin de tomber. Hein. Horriblement le vertige, avec une grille qui arrivait ici, et moi, qui ai un vertige maladif, je n'ai pas essayé de monter, mais j'ai essayé de faire mon petit signe de mon côté. Non, ce sont des moments exceptionnels. Pour tout vous dire, oui, j'étais très fière, ça, j'étais très fière, et puis je me disais quand même, parce que 2 des sœurs de mon père ont épousé les 2 frères Panhard. Alors, bon, papa n'avait pas fait une guerre, il a été 5 ans captif, d'abord, hein, en captivité, perdu un frère, chef de réseau de résistance dans les Alpes, en déportation, bien entendu, et j'avais un peu un sentiment, j'avais beaucoup d'amis qui avaient une vie plus facile, comment vous dire, il fallait que je prenne ma revanche. Et c'est un petit peu ça qui m'a habité toute ma vie, prendre ma revanche. Et puis, vous savez, mon mari n'est pas commode tous les jours. Quand il déjeune avec moi, même maintenant qu'il a pris sa retraite, parce que moi, par contre, je continue mes activités avec ardeur, il me dit, bah, qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Il n'attend pas la réponse et il me dit, rien, comme d'habitude. Oui, j'ai toujours parlé vite, mes sœurs aussi d'ailleurs. C'est Truffaut qui disait ça, je crois que ça vient de ces familles où il y a beaucoup de filles, et le Beaucoup temps de parole est d'enfants cher, et- hein, il faut réussir Ouais, à il faut placer réussir ses à mots. s'imposer, oui. Ouais. Ah oui, c'est possible. La grâce du débutant, on arrive à la retrouver, même au 100e C'est ou ce qu'il faut, 140e c'est ce qu'il film. faut chercher à retrouver, c'est une fraîcheur en tous les cas. Comment est-ce qu'on... Essayer d'être le plus disponible possible, le plus ouvert possible. Comment, je ne sais pas, mais c'est un état d'esprit qu'il faut garder toujours présent. Ça veut dire que vous avez le trac, question naïve. Un peu, Ouais. Comment ça se manifeste? ça dépend des jours. Ça peut être de l'inquiétude, ça peut être une envie terrible de dormir, ou une envie de partir, ou voilà, une envie de fumer encore plus. Oui, vous fumez énormément. Hein. Oui, beaucoup. Ça, c'est votre vice majeur. Je ne crois pas, non. J'en Non. ai d'autres. Vous êtes l'image de l'actrice française, et en même temps, vous la ramenez moins souvent que les Français. Vous avez cette espèce de discrétion qui plaît beaucoup en Suisse. Ah, vous trouvez que les Français sont Ah, c'est leur orgueilleux? réputation. Ah oui, c'est vrai? Oui, oui. Au moins que les Espagnols, quand même. Vous avez la réputation d'être discrète, Oui? d'avoir un caractère pas facile. Oui, donc j'ai du caractère, disons. Ce qui me frappe dans tous les propos qu'on rapporte de vous, c'est que vous fonctionnez comme un garçon. Ça revient très souvent. Hein. Ça, je crois qu'on dit ça des femmes quand elles sont un peu viriles, oui. Et vous êtes viril. Oui. Votre longévité, elle fascine. Hein. Vous avez été sur scène la première fois, vous faisiez du théâtre comme enfant déjà, Oui. à 9 ans. Oui. Donc ça fait 81 ans que vous êtes sur scène. Oui. Ça paraît Et j'ai inouï. jamais été au chômage. Ouais. Et vous dites merci au public, vous n'êtes jamais lassé. Hein. Quand ils demandent une photo, un autographe, etc., vous dites c'est eux qui me payent. Mais je fais mieux. Je me souviens quand j'avais la Rolls, j'ai eu la folie de la Rolls bien sûr, et qu'on venait regarder ma Rolls à la sortie de l'Olympia, je disais montez, regardez dedans, Ouais. vous voyez. Vraiment, je leur faisais visiter. Il y a des gens qui veulent maintenant, et ils vont le faire, j'ai vu qui veulent visiter mon terrain avec mes oliviers. Mais oui, pourquoi pas? Finalement, qui m'a payé ce terrain de mes oliviers? C'est mon public qui m'a payé tout ça. Je lui dois au moins cette politesse et cette gentillesse. Vous dites un jour la veste, hein, vous avez une jolie veste, vous dites c'est grâce à vous, c'est vous qui me Oui, l'avez oui, payé. c'est ce que je dis. C'est extraordinaire. C'est vous ça. qui me l'avez payé. Et c'est vrai. Ouais. Le dernier mot, ce sera quoi? Eh bien, j'espère que vous m'interviewerez quand j'en aurai 100 ans. Oui. Parce que je vais faire mon dernier récital. Ouais. Quand je serai centenaire, je vais rentrer en scène et dire notre premier chanteur centenaire au monde. Voilà. Et j'espère qu'il n'y en aura pas un autre avant moi. Alors rendez-vous est pris. Merci Charles Aznavour. 22 mai 22 mai 2024. 2024. Oui, C'est ça, hein 2024. 22 mai 2024.
2014-2024. Voilà. Très bien. C'est un deal. Merci. Merci Charles Aznavour. Merci beaucoup. Merci. Votre métamorphose physique, évidemment, tout le monde vous parle de ça. Combien de kilos vous avez perdu? Alors, par rapport à mon pire poids, 83, depuis le début de mon régime, 73. Ouais, c'était le 21 juin. Vous avez pesé jusqu'à 182 kilos, hein, Oui. je crois. Et là, vous en 99. pesez 99. Ouais. Les gens vous disent quoi? Ben, ils me félicitent pour certains, Ouais. ils disent que je suis un gâche-métier pour d'autres, Ouais. parce qu'il n'y a pas 12 psychologues et 14 médecins qui donnent leur avis sur ça. Puis je sais bien que la sortie d'un tel régime, si on fait n'importe quoi, on reconfort, mais je sais suffisamment de choses pour ne pas faire n'importe quoi, et on verra bien si j'ai raison. Le mathématicien chez vous est jamais loin. Vous avez en détail les chiffres en tête. Vous me disiez, voilà, ce costume-là, c'est quand vous faisiez encore 180 kilos. Non, celui-là pas. Celui-là, c'est un intermédiaire à 138 kilos pour la 138 veste. kilos, ouais. Et puis le pantalon, je l'ai déjà fait. Ça, c'est beaucoup plus facile de faire resserrer à 108. Et comme je me donne une latence à la fin, entre 88 et 96 kilos, ça veut dire que vers 95, je vais commencer par le faire d'un coup, mais commencer à renouveler la garde-robe pour l'échelonner sur 8 kilos. Je mange mal, je fais pas de sport, mais je suis passionnée par ce que je fais. Il y a un moment, je crois que vous dites, rien ne m'a été donné. Hein. Il a Non. fallu se battre toujours. Non, oui, tout. Il y a des gens qui pensent que ça a été facile, que tout vient, que tout... Bon, c'est vrai que je dis pas ou peu les difficultés, mais j'ai toujours dû beaucoup travailler, beaucoup. Pour faire ce que j'avais envie de faire, pour pouvoir que mes engagements prennent vie. Est-ce que ça endurcit? Il faut faire attention. Non, je ne crois pas, parce que je suis toujours très étonnée quand je reçois des critiques ou des attaques. Ça me touche toujours. Alors je me dis, ça y est, tu vis toujours. Tu n'as pas la peau de crocodile. Il y a une vie affective chez vous. Elle transparaît un peu en public. Vous avez une fille qui devient très connue, c'est Alexandra Calmy. Vous avez un fils qui a d'ailleurs relu votre livre, mari, etc. Cette part, est-ce qu'il a fallu la sacrifier un peu, ça, la part privée? Je les ai vues moins. Hein? Par exemple, je n'ai pas vu grandir mes petites filles. Je les ai retrouvées, elles sont adolescentes maintenant. Ça, c'est quelque chose qu'on sacrifie, oui. Je dirais, je suis ce qu'on appelle en science un autiste de haut niveau. Et j'aime mieux dire un autiste d'un caniveau. Voilà. Les mots sur vous, il y en a de très beaux. Je lisais celui de Truffaut. Hein. Jean-Luc Godard n'est pas le seul à filmer comme il respire, mais c'est lui qui respire le mieux. Vous vous souvenez de cette citation? Non. Il est rapide comme Rossellini, malicieux comme Sacha Guitry, musical comme Orson Welles, efficace comme Hitchcock, profond comme Ingmar Bergman et insolent comme personne. Oui, insolent peut-être. Oui. Insolent, ça vous va? Insolent, oui. Ceux qui ne vous aiment pas disent Godard se fout de notre gueule depuis combien de décennies? Pas mal. Ça vous amuse, ça vous flatte, ça vous irrite parfois? Oui, mais j'aime bien l'escarmouche ou ce qu'on appelait autrefois la dispute au Moyen-Âge. La dispute, est-ce que le Christ est ceci ou est-ce que le Christ est cela? Et quand j'étais aux éclaireurs à Nyon, mon surnom, c'était comment on dit, mon totem ou je sais pas quoi, c'était moineau chamailleur. Ouais, c'est tout à fait bien. Contredire toujours, hein. Je crois que c'est Valérie qui disait penser contre. Voilà, contredire, penser contre. Contradiction, une diction contre une autre diction. Votre femme Anne-Marie disait sur votre tombe, il faudra marquer au contraire. Au contraire, oui. Oui. Toujours au contraire. Oui. Et puis Godard. Et Godard, oui. Ouais, comment vous le faites, Godard? La différence entre le cinéma et la télévision, c'est qu'au cinéma, on lève les yeux. At very young age. À un très jeune âge, So I think my age 4, je crois, vers l'âge Central Tibet, de 4 ans, and remain, je suis live in Potala. arrivé So à centre du some Tibet, people à describe Podala, Dalai Lama in golden cage. et décrivant le Dalai Lama comme un oiseau dans une cage dorée. D'une certaine faççon, c'est vrai. Tout était très formel, très cérémonieux. Un petit garçon qui vit sur un trône comme une statue,
Il y a des photos de vous extraordinaires où on vous voit à l'âge de 5 ans comme un dieu vivant, très figé, effectivement. Mais tout à fait. Et je crois que c'est un non-sens. Ça, je l'aime pas du tout. J'aime pas la formalité. Cette scène incroyable aux funérailles de Staline, vous êtes jeune étudiant à Moscou et vous allez aux funérailles, n'est-ce pas? Il y avait des millions de gens, tout le monde était allé là. Quel souvenir vous avez de cette journée? Vous avez vu le corps de Staline mort ce jour-là? Je voulais tellement assister à ça. J'ai fait plein de choses, plein d'efforts. C'était impossible d'approcher le cercueil, mais j'ai marché pratiquement toute une nuit et une moitié de la journée pour approcher cet endroit-là avec le cercueil. Je l'ai vu. J'ai dans ma mémoire, je me rappelle son nez d'aigle, son air austère. Je m'en souviens. Mais moi-même, comme beaucoup en Union soviétique, nous avons commencé à apprendre les choses seulement après sa mort. Vous êtes sympa, vraiment, hein. Vous connaissez le métier bien mieux que moi. Dans le showbiz, il y a plein de gens qui ont l'air sympas, qui sont des peaux de vache en réalité. Vous en avez vu beaucoup, j'imagine. Non. Oui, mais après... C'est pas votre cas. Réellement, vous êtes comme ça. J'essaye d'être moi le plus possible. Ouais. Mais oui, parce que ça doit être fatigant aussi d'avoir un, comment dirais-je, un personnage. Ça doit être épuisant quand on vit. Personnage pour le cinéma, c'est très bien, c'est notre métier. Mais une fois qu'on sort de là, faut reprendre ses pompes. La chance, hein, on a l'impression que ça a pas mal compté dans vos vies. Vous avez été chanceux. Ouais, je pense que j'ai été chanceux, ouais, que je le suis encore, bien sûr. Mais aussi, je crois que la chance, il faut savoir la reconnaître quand elle arrive. Quand elle vous dit bonjour, il faut savoir la reconnaître. Vous avez l'air timide, vous l'êtes. Oui. Hein, mais quand vous fâchez assez nettement aussi. Oui, mais après, voilà, bien sûr, mais j'ai mon caractère qui peut être très têtu, ça c'est sûr. D'amis, vous en avez combien? Quelques-uns. Ça veut dire quoi, quelques-uns? Ça veut dire pas beaucoup, après c'est toujours pareil. Il y a les amis qu'on connaît depuis longtemps, les amis qui sont là, et puis les connaissances. C'est facile de vous connaître ou c'est difficile? Je pense que c'est difficile, mais quand on me connaît bien. Ouais. Vous êtes très fidèle? J'essaye. Pourquoi vous essayez? C'est difficile parfois? Parce que oui, c'est jamais évident et on fait tous des erreurs. C'était quoi les erreurs en l'occurrence? Non, on va pas commencer à faire une psychanalyse sur le plateau là maintenant. Ah voilà, si on vous cherche, vous voilà, défendez. Tout à l'heure, vous regardiez mes questions, vous vous disiez ça me fait rire déjà. Voilà, c'est clair. Chaque homme n'est qu'un primate qui a appris la poésie et qui a appris les mathématiques. Et en même temps, tout homme est quelque chose comme Dieu. Démerdez-vous avec ça. Vous citez souvent la formule de Dante sur l'amour, sur le désir qui fait tout mouvoir, hein, qui meut les étoiles et le soleil. Comment c'est le dernier vers de la Divine Comédie. L'amor che move il sole e l'altre stelle. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de plus beau? Et évidemment, on peut dire que la gravitation universelle, c'est une forme d'amour. Chez vous, ça ne disparaît jamais, hein, cet amour, ce désir de la vie. Oui, le désir. Cher aux psychanalystes, le désir, c'est une forme merveilleuse. Et je crois que le désir a un autre nom, c'est l'amour. Oui, c'est ça.